sémantique est très importante, vous en conviendrez, Aurore Berger. Est-ce que cette phrase du président de la République pour saluer la victoire des Parisiens, champion mon frère, est-ce que c'est la sémantique adéquate pour un président de la République ? Je crois que vous avez, alors peut-être que certains ici sont plus experts de foot que moi, mais si je crois comprendre, je crois que le président de la République est très amoureux de l'Olympique marseillais et que c'était l'expression qui avait été employée par l'ancien entraîneur de l'Olympique marseillais au moment où Paris avait gagné la Coupe de France. Est-ce que c'est une raison ? Je crois que c'est une référence. Est-ce que c'est une raison pour qu'un président de la République utilise cette expression qui, l'autre jour avec Alain Finkielkraut ici même, on se disait, parfois, on ne parle plus le français dans ce pays, on parle le TikTok. Écoutez, je pense vous qui êtes sensible, justement, à la portée des réseaux sociaux. Oui, mais ça, on pourra en reparler après sur l'ampleur des réseaux sociaux et la manière avec laquelle, malheureusement, ils dessinent notre société. Vous envoyez un message à tous les Français, champion mon frère. Écoutez, sérieusement, Aurore Berger ? Sérieusement, est-ce que cette question, elle mérite d'être posée dans une interview politique ? Je vous la pose, pardonnez-moi. Pardonnez-moi de penser que, honnêtement, on est aussi sur un moment de célébration du foot, que le président de la République, tout le monde sait qu'il est à la fois amateur de foot et amoureux de l'Olympique marseillais. Et je crois que c'est un clin d'œil que les supporters ont dû comprendre. Moi, j'y vois juste ça. Si maintenant, en permanence, il faut que chaque phrase fasse l'objet de ce type de commentaires, honnêtement, je ne vois pas bien l'intérêt. C'est un moment de célébration. Les amoureux de l'Olympique de Marseille peuvent s'en réjouir, et tant mieux. CNews, Les Échos, avec Aurore Berger, ministre de la lutte contre les discriminations et de l'égalité femmes-hommes. Sur votre plateau, en vous disant que toutes les semaines, un médecin est assassiné dans son cabinet, qu'un avocat est assassiné dans son cabinet, qu'un journaliste est assassiné, tout le monde trouverait ça absolument intolérable de se dire mais comment est-ce possible que ces professions soient prises à partie et qu'on en vienne à les choisir et à les cibler parce que avocats, médecins, journalistes. Bien là, on le fait avec des femmes. Que ces contenus sont monétisés, ça veut dire que ces influenceurs perçoivent de l'argent de la part des plateformes et qu'ils rapportent de l'argent aussi aux plateformes. Donc ils ont aussi cette responsabilité-là éditoriale. C'est pour ça que je les convoque d'ailleurs demain, l'intégralité des plateformes qui opèrent en France. TikTok, Meta, Snapchat, YouTube, Twitch. Vous les convoquez demain, oui, je les convocation convoque, au ministère. Je les convoque avec Pharos, avec la Direction Générale de la Police Nationale, avec l'ARCOM, parce que je veux qu'ils prennent leurs responsabilités, parce que les discours de haine qui prolifèrent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie, que ce soit sur la haine des femmes, que ce soit l'incitation à la violence. Qu'est-ce que vous appelez le masculinisme ? C'est malheureusement de regarder en quelques clics ce qu'on peut trouver, en tapant quelques mots-clés, la capacité qu'on nous a... Vous appelez masculinisme, donc pour vous, parce que quand on entend cette mouvance-là, oui. Tous ne disent pas, tous ne font pas l'apologie de la violence, et ainsi de suite. Moi, je parle d'apologie de la violence. Donc, le masculinisme, pour vous, c'est l'apologie de la violence. Je parle d'apologie de la violence. Donc, le masculinisme, pour vous, c'est l'apologie de la violence. Je parle de ces prétendus influenceurs, même si je n'aime pas ce terme, en tout cas de ces utilisateurs qui sont suivis par des millions et des millions de personnes, notamment les plus jeunes. En moyenne, nos adolescents, ils passent 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. 4 heures par jour à détruire leur santé mentale, à détruire leurs repères. Et ce sont évidemment, malheureusement, des leviers de fracturation de la société. Et donc, vous avez beau être les meilleurs parents du monde pour inculquer des valeurs, d'égalité, de respect. Vous avez beau changer les programmes au sein de l'éducation nationale pour inculquer l'égalité et le respect. Si à la fin, votre ado, il passe 2 heures, 3 heures, 4 heures sur TikTok ou sur Snap, ben en fait, tout ça, c'est fichu à la poubelle. Parce qu'à la fin, il voit quoi ? Il voit de la violence, il voit de la domination, il voit des femmes qui sont finalement la propriété des hommes. Il se dit que tout ça, c'est normal et que c'est la règle. Mais juste comprendre, parce que vous avez utilisé, je crois, ce terme masculinisme. Qu'est-ce que vous rentrez dans ce terme masculinisme ? Je vous dis tout ce qui est incitation à la violence à l'encontre des femmes, à la domination, considérer qu'il y aurait une supériorité ontologique d'un homme sur une femme. Tout ça, c'est contraire aux valeurs fondamentales qui sont les nôtres en France. Et comment vous l'interprétez, là encore, en tant que politique, ce masculinisme ? Est-ce que c'est une réaction par rapport à des politiques, justement, d'égalité femmes-hommes qui sont autour de religions un peu extrémistes ? C'est quoi votre diagnostic ? Masculinisme. Ce que je vous dis. Est-ce que quelqu'un sur un réseau social, moi je n'ai pas très bien regardé ce que faisait Adé Laurent, mais il y en a d'autres également. Ce monsieur, par exemple, organisait des lives, donc des vidéos tournées en direct, avec des jeunes femmes masquées à caractère sexuel, des jeunes femmes dont on ne connaît même pas l'âge parce qu'elles sont masquées, dont on peut penser malheureusement que certaines d'entre elles étaient mineures. Donc il y a 2 problèmes. Il y a à la fois ceux qui voient ces vidéos qui sont parfois jeunes, très jeunes,
particulièrement bien documenté le fait que on est sur ces réseaux sociaux une incitation justement à de l'intégrisme religieux, à l'islam politique, une idéologie politique. Impact aussi parce que sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, elles sont bêtement bref. Est-ce que la marque la plus explicite, visible de l'inégalité revendiquée entre les hommes et les femmes en France aujourd'hui, c'est pas la présence partout du voile islamique? Est-ce que le marqueur d'inégalité revendiqué qui cherche à inférioriser les femmes en tant que telles, c'est la diffusion du voile, même si certaines le portent probablement par choix? Sociologiquement, est-ce que c'est pas le premier marqueur d'inégalité? Le premier marqueur, c'est d'abord la violence. Le premier marqueur, c'est j'entends, mais à grande échelle, des femmes, une forme d'inégalité banalisée. Parce qu'elles sont des femmes. Donc j'entends, mais à grande échelle, une forme d'inégalité banalisée. Parce qu'elles sont des femmes. Donc c'est ça, malheureusement, la première échelle de l'inégalité. C'est d'abord la violence et le fait que des femmes sont tuées encore aujourd'hui parce qu'elles sont des femmes et ciblées parce qu'elles sont des femmes. Et ensuite, oui, il y a des outils d'infériorisation de ce que sont les femmes ou de volonté de domination. Moi, je pense que à partir du moment où c'est édicté comme étant un précepte de domination, de pudeur, oui, je pense que évidemment c'est une forme d'infériorisation des femmes et c'est encore plus dérangeant quand ce sont évidemment des enfants. Moi, je porte cette proposition. Quand Gabriel Attal veut par exemple interdire le voile chez les mineurs de moins de 15 ans. Je l'ai proposé depuis 2021, vous savez. Donc moi, je suis très à l'aise avec cette proposition. Je l'ai proposé il y a plusieurs années déjà, mais je suis ravie que maintenant. Moi, d'ailleurs, Gabriel Attal n'était pas totalement d'accord avec vous, si je me souviens bien. Écoutez, en tout cas, moi, je me réjouis quand maintenant les propositions que je porte rassemblent. Parce que je pense que je ne vais pas lui pardonner ou à l'excuser. Moi, je suis ravie, encore une fois, que nos enfants grandissent de la même manière, grandissent dans les mêmes valeurs de liberté et d'émancipation. Vous ne pouvez pas grandir dans les mêmes valeurs de liberté et d'émancipation si on vous explique à 5 ans, à 6 ans ou à 8 ans que vous devez vous couvrir, vous devez faire preuve de pudeur. Évidemment que ces enfants-là ne vont pas grandir avec les mêmes réflexes, les mêmes outils, les mêmes capacités que tous nos